À la une de cette édition, une première réunion européenne contre le trafic migratoire. Les ministres de l'immigration en Allemagne, Pays-Bas et Belgique se sont réunis à Calais autour de Gérald Darmanin. Les Anglais, eux, ont été désinvités au dernier moment. Qu'attendre de ce sommet et de ses résultats? Nous poserons la question à Pierre Henry, président de France Fraternité. Alerte maximale en Europe, une course contre la montre est engagée contre le variant Omicron. Selon Ursula von der Leyen, Rabat suspend pour 2 semaines tous les vols de passagers vers le Maroc. Jean-Marie Lemaire nous attend à Casablanca. Et puis au Honduras, un scrutin sous tension à l'ombre du trafic de drogue. Le pays désigné comme un narco-État par les États-Unis élit son président et ses députés ce dimanche. Élection cruciale pour l'avenir du régime sclérosé par la corruption. Bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. 4 jours après le pire drame migratoire survenu dans la Manche, la France organisait donc ce dimanche une réunion avec ses homologues européens dans la ville meurtrie de Calais. Objectif, renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs, réunion qui se déroule sans la partie britannique, exclue par les Français. Malgré tout, Gérald Darmanin veut travailler avec ses amis britanniques. Fin de citation, on écoute le ministre de l'Intérieur. Et le travail très concret que nous avons décidé, notamment de lutte contre ceux qui permettent l'acheminement et l'achat de bateaux, de moteurs, nous permettra très concrètement de pouvoir beaucoup mieux interpeller ces passeurs et démanteler ces filières, mais également en ayant un travail de coopération internationale avec la Turquie, avec la Chine, d'où viennent en grande partie ces bateaux qui sont ensuite vendus en Europe. Et je veux redire que c'est sur ces 2 points, sur la lutte contre les passeurs et le nouveau cadre de travail avec la Grande-Bretagne, que la présidence française, évidemment, évoquera de grandes avancées, je l'espère, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Comment donc gérer cette crise migratoire? Quels sont les leviers de l'Europe pour y faire face? On en parle avec Pierre Henry, président de France Fraternité, ex-directeur général de France Terre d'Asile. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Une réunion d'urgence a donc été organisée ce dimanche. On l'a entendu, pour Gérald Darmanin, le point le plus important de cette réunion est la lutte contre les passeurs. Est-ce que c'est le levier numéro 1 selon vous? C'est un levier, c'est celui que prône aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Il en fait sa priorité et il annoncera sans doute un renforcement des mesures contre la criminalité transfrontalière. Mais cela ne résoudra pas le problème de Calais. Cela ne résoudra pas le problème des frontières, que ce soit à l'entrée ou à la sortie de l'Union européenne. Et si d'ailleurs c'était le cas, on se demanderait alors pourquoi cela n'a pas été fait auparavant. En réalité, il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions. Quand Boris Johnson annonce vouloir reprendre le contrôle de la frontière, eh bien, d'abord, on est tenté de lui dire, mais que ne le faites-vous à partir de ce moment-là, réinstaller la frontière à Douvres et non pas à Calais. Cessez d'externaliser votre politique migratoire. En réalité, ce qu'il convient de faire, c'est d'abord d'informer les migrants sur toute la route migratoire, de la situation, du contexte et des droits qui sont les leurs. Et puis ensuite, en France, il faut aussi faire preuve d'un petit peu de courage. Pourquoi? Parce que vous avez à Calais un certain nombre de personnes qui sont dites dublinées, c'est-à-dire qui sont priées d'aller vers le pays de première entrée dans l'Union européenne pour déposer leur demande d'asile. Évidemment, ils n'y vont pas et ils se retournent vers Calais et vers la Grande-Bretagne. Si déjà nous commencions par examiner les dossiers de ces personnes qui viennent du Soudan, qui viennent d'Érythrée, qui viennent de Somalie, qui viennent d'Afghanistan, je crois qu'on viderait quelque peu les abords de Calais. Deuxième élément, il y a un mot sur lequel il faut réfléchir et qui ne doit pas être tabou ni interdit, c'est le mot régularisation. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui en France, comme dans la plupart des pays européens, on déboute définitivement de leur demande d'asile un certain nombre de ressortissants afghans.
parce qu'on considère qu'ils n'ont pas véritablement de danger face au régime taliban qu'ils ont parfois d'ailleurs servi. Mais il y a quelque chose que nous ne faisons pas. Et fort heureusement, nous ne renvoyons personne vers l'Afghanistan. Mais alors nous les laissons dans la plus grande précarité sur le territoire national. Eh bien, je pense qu'il faut réfléchir à un titre de séjour pour les personnes que nous ne pouvons et que nous ne voulons pas éloigner. Et d'ailleurs, ce mot, il n'est pas interdit aujourd'hui. Si je regarde ce qui se passe chez nos voisins allemands de la grande coalition, la coalition tricolore qui va rentrer en fonction dans quelques jours, quelques semaines, eh bien, le mot régularisation, le mot tout simplement changement de paradigme sur les migrations est tout à fait prononcé dans un document. Alors, autre annonce à l'issue de ce sommet, il y a un avion européen de Frontex qui va être déployé au 1er décembre. Encore une fois, très rapidement, cette réponse est loin d'être suffisante pour vous. Mais oui, elle est pas suffisante. Il faut gérer l'urgence également. Il faut gérer l'urgence. Comment gérer l'urgence avant de penser au Oui, mais vous avez raison. Mais écoutez, bien sûr qu'il faut lutter contre les passeurs. Ça, c'est une évidence. Bien sûr qu'il faut renforcer les moyens dans la Manche et dans la mer du Nord. Alors, un avion de plus, un bateau de plus. Mais ce n'est pas ce qui va dissuader les personnes de vouloir rejoindre la Grande-Bretagne. Ils partiront de plus loin. Et donc, il faut réfléchir à une autre politique de migration et d'asile. C'est plus compliqué, je vous l'avoue, que de convoquer les ministres de l'Intérieur et de déployer un avion supplémentaire dans la mer du Nord. Mais c'est ça qu'il faut faire si on veut être conforme. Et justement, oui. Du point de vue politique, on parle des solutions politiques. Est-ce que l'une des solutions peut aussi passer par une remise en cause des traités bilatéraux du Touquet et de Sangatte ? Ce sont des accords qui font obstacle aujourd'hui ? Écoutez, en tout cas, il faut y réfléchir. C'est pas un document finalisé une fois pour toutes. Nous avons accepté, nous, Français, de mettre la frontière britannique sur notre territoire. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Il y a un certain nombre de personnes qui sont totalement fondées à aller en Grande-Bretagne déposer une demande d'asile ou rejoindre un proche. S'il n'y a pas de voie de migration légale, à partir de ce moment-là, oui, il faut réfléchir à une modification du traité du Touquet. Ça ne doit pas être... Merci beaucoup. Donc la solution passe aussi par l'organisation de voies légales de migration. Merci beaucoup à vous, Pierre-Henri. Je rappelle que vous êtes président de France Fraternité. Merci beaucoup à vous. Autre grand titre de l'actualité de ce dimanche, l'inquiétude en Europe et à travers le monde face au variant Omicron qui se propage. Un cas a été confirmé en Israël chez un voyageur de retour du Malawi. Un seul cas, oui, mais déjà le pays se calfeutre. Ses frontières seront fermées aux étrangers dès ce soir. Julia Guggenheim. Avec le nouveau variant Omicron, nouvelle vague de restrictions. Israël ferme ses frontières à tous les étrangers à partir de dimanche soir. Les Israéliens qui veulent rentrer chez eux, même vaccinés, devront s'isoler au moins 3 jours. Des mesures qui interviennent après la découverte d'un cas confirmé parmi des voyageurs revenant du Malawi. Et seulement quelques semaines après la rouverture du pays aux touristes. עכשיו צריך להדק בגבולות כדי לשמור על מדינת ישראל פתוחה מבפנים. אני מבין שאולי צריך לשנות את יעד החופשה ולהיכנס לבידוד כשחוזרים מחול. זה קורה גם אצלי במשפחה. ההגבלות על גבולות המדינה הן לא צעד קל. Depuis que le nouveau variant a été découvert en Afrique du Sud, de nombreux pays ont fermé leurs frontières aux voyageurs arrivant d'Afrique australe. Des centaines de personnes ont ainsi été mises en quarantaine et bloquées dans plusieurs aéroports. Ce week-end, des cas ont été identifiés pour la première fois en Australie, ainsi que dans plusieurs pays européens. Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé un durcissement des règles d'entrée pour les arrivants de tous les pays, tests PCR et isolement jusqu'au résultat. Et le masque est de nouveau obligatoire dans les transports et les commerces.
It's important, I think, to act in a proportionate way and also in a temporary way. I hope this is something that we can remove within weeks. Il faudra encore plusieurs semaines pour comprendre le nouveau variant, mais l'OMS l'a déjà classé comme préoccupant. Je vous le disais en titre, une course contre la montre est donc actuellement engagée contre ce variant en Europe, selon la présidente de la Commission européenne, mais aussi en Israël et au Maroc, qui se barricadent. Les autorités du pays ont décidé ce dimanche de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Maroc pour une durée de 2 semaines, à compter de ce lundi minuit. On retrouve à Casablanca Jean-Marie Lemaire, vous êtes notre correspondant sur place. Bonjour à vous. C'était une décision plutôt inattendue ? Et effectivement, la décision est assez soudaine, mais depuis le début de la pandémie, la population est habituée à des décisions drastiques de la part des autorités marocaines. Le Maroc a déjà annoncé la suspension des vols passagers dans les 2 sens avec la France à partir de ce soir à minuit. Puis hier, l'interdiction des vols en provenance de l'Afrique du Sud. Et dans un communiqué officiel, aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères marocain annonce la suspension de tous les vols directs de passagers à destination du Royaume en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19 en Europe et en Afrique, afin, je cite, de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens. Alors effectivement, les chiffres de la pandémie ne sont pas alarmants au Maroc. Officiellement, le ministère de la Santé annonce une moyenne d'une centaine de cas recensés positifs au coronavirus par jour, et avec plus de 60% de la population ayant bénéficié d'un schéma vaccinal complet, ils souhaitent quand même protéger la population. C'est donc officiellement pour protéger cette population de ce nouveau variant que demain soir à minuit, les arrivées des vols directs de passagers pour le Maroc seront interdites pour une durée minimum de 15 jours. Quelles retombées économiques cette décision peut-elle avoir, notamment sur le secteur du tourisme ? Eh bien, lorsque l'on se souvient que le Maroc avait déjà suspendu ses vols avec la France au printemps dernier pour une période de 2 mois et demi, le secteur touristique déjà en crise craint que ces décisions durent jusqu'au début de l'année prochaine. Ce serait un coup dur pour ce secteur car plusieurs destinations telles que Marrakech ou Agadir sont très prisées par les touristes étrangers à la période des fêtes de fin d'année. Et puis il y a également, il ne faut pas l'oublier, plus de 40 000 étudiants, 43 000 exactement, des étudiants donc marocains en France, dont la déception est grande de ne pouvoir rentrer au pays pour passer les fêtes en famille. Alors contestablement, les autorités marocaines ne veulent prendre aucun risque, malgré les difficultés économiques prévisibles, mais qu'il est encore un peu trop tôt pour évaluer. Jean-Marie Lemaire en direct de Casablanca, merci beaucoup à vous. Dans le reste de l'actualité, des élections générales cruciales au Honduras, un pays en proie à un climat de violence généralisé, gangréné par les gangs et le crime organisé. Depuis 2009, le Honduras est dirigé par la droite conservatrice, sous la férule du président sortant Hernandez qui est soupçonné par les États-Unis d'être impliqué dans le trafic de drogue. Qu'attendent alors aujourd'hui les Honduriens de ce scrutin? On écoute quelques témoignages. J'espère vraiment qu'il y aura la paix. Nous en avons réellement besoin. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. On sent la tension dans l'air. Le prix des denrées alimentaires de base est trop cher. Le salaire minimum est trop bas. On ne peut pas vivre avec le salaire minimum au Honduras. Ce que nous attendons du prochain président de ce pays, du Honduras, c'est qu'il fournisse des emplois, de l'éducation, qu'il aide les pauvres à aller de l'avant et qu'il n'y ait pas de troubles. Qu'il garantisse la sécurité, parce que vous savez que nous sommes les premières victimes. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain journal dans 15 minutes sur France 24.